Grand est pour moi le plaisir de vous retrouver toujours fidèle à la télévision Africa Today après 2 semaines bien sûr d'absence dans le 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal du 6 septembre 2017. La Guinée vient de décrocher un accord de financement de 20 milliards de dollars américains pour une échéance qui s'étend de 2017 à 2036, soit 19 ans. La convention a été signée mardi entre Pékin et Conakry et sur le montant d'1,5 milliard. Les autorités pensent déjà notamment à la réhabilitation de certaines voiries de Conakry et l'assainissement de la ville. À Conakry, le sujet ne passe pas inaperçu. Membres du gouvernement, acteurs politiques et de la société civile, chacun fait sa lecture. Le reportage est signé Saloum Kondé. Au lendemain de la signature de cet accord de financement de 20 milliards de dollars US en Guinée, la société civile, à travers la cellule Balai Citoyen, se pose de nombreuses questions sur les modalités de ce partenariat. Tous les Guinéens dans leur ensemble, au fait, se posent des interrogations. Comment ça a été négocié? Quelles sont les clauses? Qu'est-ce que nous gagnons? Quels pourraient être les inconvénients pour les générations futures? Parce que vous avez suivi mieux que nous que certaines conventions qui s'étendent jusqu'en 2036. C'est de savoir, de façon très minutieuse, quelles seront les conséquences que les générations futures, qui ne sont pas nous, pourraient au fait subir à cette période. Mais avant le retour de la délégation guinéenne de Pékin, le ministre porte-parole du gouvernement a donné ce mercredi des explications sur les antennes de Chéri FM Guinée, l'utilisation des fonds de cette convention établie pour une vingtaine d'années. C'est une convention qui prévoit des investissements dans le domaine minier, un accompagnement institutionnel et financier avec en échange, j'aime pas trop parler d'échange mine contre infrastructure, mais enfin c'est pour le résumer, pour la compréhension du plus grand nombre, on peut l'appeler ainsi, mais avec beaucoup d'autres éléments juridiques qui viennent protéger l'investissement pour ne pas qu'on se retrouve piégé comme cela a pu se faire avec certains pays comme la RDC ou d'autres. À l'opposition républicaine, l'on qualifie cette convention de la poudre aux yeux. Pendant ce temps, la mouvance présidentielle perçoit ce financement comme une satisfaction. D'abord, premièrement, je vous dis que c'est de la poudre aux yeux. On a tellement entendu ça, sinon 20 milliards, c'est très bon. Deuxièmement, je voudrais, puisqu'on nous parle de la croissance à deux chiffres, qu'on nous dit quel sera le secteur qui sera porteur de cette croissance. Si c'est simplement les matières premières contre 20 milliards, c'est que c'est une catastrophe. Si vraiment on nous annonce un résultat aussi important en matière de mobilisation, de financement extérieur pour financer les infrastructures dans notre pays à des conditions accessibles et acceptables, eh bien, nous ne pouvons que nous féliciter au RPG Arc-en-Ciel. Attendons de voir le changement que cet accord apportera à la Guinée au cours de ces prochaines années. Fini les vacances gouvernementales. Après quelques semaines de congé, le gouvernement Yula a fait sa rentrée ce mardi avec le conseil interministériel. Ils étaient une vingtaine de ministres à répondre présents à l'appel du Premier ministre, chef du gouvernement. Et ce sont 5 nouveaux ministres qui ont rejoint l'équipe de Mamadi Yula, à savoir Mamadi Touré des Affaires étrangères, Ibrahima Kourouma de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, Mariama Silla de l'Action sociale, Sanoussi Bantamasso des Sports et Frédéric Loua de la Pêche. Bianca Sissé pour les détails. C'est au terme de 2 semaines de congé pour certains et 3 pour d'autres que les membres du gouvernement étaient réunis ce mardi au conseil interministériel autour du Premier ministre Mamadi Yula. Parmi les présents, 4 nouveaux. À tous, le chef du gouvernement a souhaité la bienvenue et rassuré de la solidarité gouvernementale. Au nom du chef de l'État et du gouvernement, je souhaite la bienvenue aux membres du gouvernement qui nous rejoignent et qui assistent pour la première fois depuis leur nomination par le chef de l'État à cette session du Conseil interministériel. Et vous réitérez le soutien et la solidarité de l'ensemble du gouvernement dans le travail et la mission qui vous attend. Les priorités du gouvernement sont certes globales et de façon sectorielle. Le nouveau patron de la pêche, de l'aquaculture et de l'économie numérique exprime sa fidélité à la feuille de route de son département pour le bonheur des Guinéens. Il y a une feuille de route qui a été assignée au département de la pêche. Je veillerai à la mise en œuvre de cette feuille de route. Moi, je peux résumer simplement en 2 mots que la population est du poisson.
et que la pêche puisse profiter à l'État guinéen en matière de finances. Les défis sur le plan diplomatique sont immenses, s'aperçoit le nouveau ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Et pour Mamadi Touré, le département va tout d'abord et très rapidement tenir une conférence diplomatique avec des visées précises. D'abord la vision du chef de l'État, il faut que cette mission soit à la portée de tous les diplomates. Il assume en ce moment la présidence de l'Union africaine et il a besoin donc d'un corps diplomatique compétent, proactif et performant pour l'accompagner. Ça c'est le premier défi. Le deuxième défi c'est les conditions de travail et les méthodes de travail du personnel diplomatique qu'il faut vraiment prendre en compte et pour qu'il puisse être à la hauteur. Sur les 5 nouveaux entrants, seule la ministre de l'Action sociale était absente. Mariam Silla serait en pèlerinage à la Mecque. Une autre rentrée, elle pointe à l'horizon, c'est la reprise des classes et les travaux d'un atelier national préparatoire de la rentrée scolaire 2017-2018 ont pris fin ce mardi à Kindia. 2 jours ont permis aux partenaires et les cadres de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation de réfléchir et échanger sur le déroulement du calendrier scolaire. Durant le séminaire, plusieurs thématiques ont été abordées avant d'aboutir à un ensemble de recommandations pour une rentrée scolaire réussie. Omar Sow, Mamadou Alphaba. C'est un atelier qui s'inscrit dans le cadre de la réalisation des réformes d'ordre pédagogique et institutionnel engagées cette année par le département de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Les conclusions de ces travaux qui se sont déroulés dans la ville des Agrumes serviront de feuille de route pour l'année scolaire 2017-2018. Au terme de ce séminaire, le directeur préfectoral de l'éducation de l'Elouma promet d'œuvrer aux côtés des partenaires et des acteurs à la base pour développer une offre d'éducation plus adéquate en rapport avec les aspirations de la population. Vous savez, toute rentrée scolaire commence par le nettoyage des concessions scolaires. Des instructions ont été fermes, ont été données à toutes les directions préfectorales de l'éducation afin que cela soit effectif pour que la rentrée scolaire 2017-2018 soit effective au niveau de nos différentes localités. À l'issue des travaux, plusieurs recommandations ont été faites, parmi lesquelles revient le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. L'une des recommandations phares de cet atelier, c'est que le calendrier scolaire qu'on a élaboré serait respecté, dans lequel toutes les dates sont déjà prévues. Et on sait que le 1er juin au 30 juin seront uniquement consacrés pour les examens nationaux. Et la date du baccalauréat est même fixée, la date de l'entrée est fixée. Même si ça tombe sur un dimanche, on ira aux examens. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de se réunir pour fouiller dans l'année quel jour on peut faire l'entrée en septembre. Tout est déjà consigné dans le nouveau calendrier. À travers cet atelier national préparatoire qui s'est déroulé à Kindia, les cadres du système éducatif restent confiants de la réussite de cette nouvelle année scolaire qui s'annonce déjà en République de Guinée. Une nouveauté sortie de ces travaux, c'est l'ouverture très prochaine des lycées techniques. Et dès cette année scolaire, le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation promet de mettre en exécution cette décision. Ibrahima Khalil Konaté est au micro de Mamadou Alphaba. Le lycée technique, justement, c'est l'une des recommandations phares. Dès qu'on va rentrer, on va faire l'arrêté de création de la direction nationale de l'enseignement secondaire et technique. L'arrêté n'a pas été encore, mais c'est en conception. C'est à l'issue de ça que nous allons essayer de mettre en place toutes ces structures. Vous savez que ça demande beaucoup de choses. Un lycée technique, c'est les moyens didactiques, c'est le matériel didactique, c'est le support pédagogique qu'il faut trouver. Il faut former des enseignants. Autre élément de l'actualité, la conférence des partis sur le climat, c'est pour bientôt à Bonn, en Allemagne. Mais en prélude, les structures affiliées comme la COEI 13 multiplient les initiatives pour une action participative. C'est dans ce sens que la COEI 13 Guinée organise du 10 au 13 octobre prochain une conférence nationale qui doit mobiliser 250 jeunes Guinéens autour des enjeux et défis climatiques. Aïssata Fofana pour les détails. L'humanité doit se bouger pour sauver la planète des effets du changement climatique. C'est en ces termes que le président du comité d'organisation de la 13e conférence des jeunes sur le climat au niveau local invite les décideurs politiques à agir.
Une invite que Karamo Diaby fait suite aux catastrophes naturelles qu'enregistrent des pays en ce moment à l'échelle mondiale. Il y a un problème réel. Chaque jour, soit c'est les tempêtes de la Guinée en Sierra Leone, avant-hier c'était la Mauritanie, les États-Unis, ça fait plus d'une semaine. Tantôt c'est le feu, tantôt c'est l'eau. Donc vraiment, il y a une urgence d'interpeller. C'est pourquoi, du 10 au 12 octobre prochain, la capitale guinéenne abritera la version locale de la COI 13 Climate Conference of Youth. Une manière pour les organisateurs, disent-ils, de donner la chance aux jeunes qui n'auront pas l'occasion d'assister à ce rendez-vous mondial de comprendre les enjeux actuels de la lutte contre le changement climatique. Le pays qui doit abriter la COP, dans ces mêmes pays, il y a une conférence des jeunes qui se tiennent à la veille pour que les jeunes se retrouvent, échangent et se préparent à des lobbies ou des plaidoyers. Mais il y a une autre possibilité. Chaque pays peut l'organiser en ayant l'accord de l'accord global. Donc nous en Guinée, cette fois-ci, on va l'organiser. On va choisir quelques thèmes liés à l'agriculture, aux déchets, l'environnement et les mines, également à l'urbanisation, le littoral, la pêche. À l'issue donc de la rencontre, le réseau national de la société civile pour l'environnement et le développement durable présentera les résultats obtenus à la COI de Bonn prévue en Allemagne. La Direction nationale du patrimoine historique, avec l'appui du ministère des Sports, de la Culture et du patrimoine historique, a démarré ce mercredi à Conakry un atelier de formation des équipes techniques pour l'inventaire général du patrimoine culturel guinéen. La rencontre devra à terme permettre d'identifier les problèmes afin de proposer des solutions pour la sauvegarde des sites culturels et touristiques du pays. Moussa Sefa Kamara, explication. C'est suite à un constat sur le terrain jugé alarmant par les cadres de la Direction nationale du patrimoine historique que cette formation a été initiée. Pendant ces 3 jours d'échange, des participants seront outillés en technique d'identification des sites menacés de disparition et sur l'importance du patrimoine culturel. Malgré la récente promulgation de la loi sur la protection et la valorisation de ces sites touristiques et archéologiques, la direction compte aussi approfondir la connaissance de l'histoire de la Guinée à travers cette formation. Pendant ces 3 jours, principalement, il y aura 2 thèmes. Le premier portera sur la typologie du patrimoine culturel national, comme vous le savez. Le patrimoine il est composé à la fois du matériel et de l'immatériel. Donc on va essayer de convenir et de faire une sorte d'harmonisation des concepts avant que les gens n'aillent sur le terrain. Et ensuite, il va avoir à développer la méthodologie spécifique qu'il faut pour inventorier le patrimoine. Là, ça va se développer et sur les outils, mais aussi sur les matériels qu'il va avoir à développer et utiliser sur le terrain. En plus d'être l'identité de la nation, les patrimoines culturels sont un intrant à promouvoir le tourisme et aussi pourvoyeur de l'emploi. L'exploitation de ces immenses potentialités du patrimoine en tant que secteur porteur de croissance, pourvoyeur d'emploi et facteur de cohésion sociale. Il est indispensable aujourd'hui que ces biens culturels soient inventoriés, protégés, promis et valorisés en vue de leur insertion dans les circuits touristiques nationaux et internationaux. Conscient de l'immense potentiel du secteur culturel guinéen, le ministre de la Culture, des Sports et du patrimoine historique nourrit l'espoir pour le développement de la culture guinéenne. À approfondir la connaissance de l'histoire de la Guinée, à améliorer l'attractivité et la visibilité de notre pays et surtout à consolider la paix et la cohésion sociale. C'est pourquoi je nourris l'espoir qu'au sortir de cet atelier de formation, les capacités opérationnelles des acteurs que vous êtes seront suffisamment renforcées pour une meilleure identification, documentation, protection, promotion et transmission de notre riche patrimoine culturel aux générations futures. Pourvu que cette rencontre de 112 heures permette aux participants de trouver des solutions pour freiner les menaces qui pèsent dangereusement sur des biens culturels inestimables et irremplaçables de notre histoire. Un mot de santé dans cette édition. Le phénomène paraît parfois banal, mais les infections génitales mal soignées peuvent se révéler dangereuses, provoquant même des cancers au niveau des organes génitaux. Chez les femmes, par exemple, selon les spécialistes, ces infections se manifestent en règles douloureuses. Les explications, c'est bien avec Diao Bachir.
Il importe de souligner que selon des spécialistes, les premières manifestations des infections génitales, ce sont les gonococcies et des blounorragies. Chez les femmes considérées plus complexes, ces infections peuvent aller plus loin si elles ne sont pas prises en charge à temps. Les cancers vaginaux, c'est des plaies dans le système vaginal. Mais les cancers de l'utérus sont encore plus dangereux parce qu'il y a les saignements excessifs. La femme a des règles qu'on appelle la ménorrhagie et qui continuent. Et elle continue un saignement, etc., qui ne s'arrête pas. Non prises en charge à temps ou mal soignées chez les hommes, elles peuvent même causer une insuffisance rénale. Les infections, ils ont des phénomènes de douleurs rénales qu'on appelle hernie discale et qui radient et qui peuvent se transformer non seulement en cancer de prostate, mais qui peuvent se transformer aussi en insuffisance rénale. Les infections génitales deviennent de plus en plus une préoccupation de santé publique. Peu de communications leur sont consacrées selon des constats, alors qu'elles peuvent compliquer, voire empêcher la fécondité au sein des couples. Sur le continent, le Burkina Faso prend de nouvelles mesures contre le terrorisme. Un plan Vigipirate va être mis en place le long de la rue Kwame Nkrumah, récemment touchée par des attentats. Suivez. Parce qu'il est un phénomène nouveau au pays des hommes intègres, les Burkinabés doivent apprendre à vivre désormais avec le terrorisme, mais dans la vigilance. C'est en ces termes que s'est exprimé Simon Compaoré, ministre burkinabé de la Sécurité, ce lundi 4 septembre 2017 à Ouagadougou, lors d'une rencontre avec les riverains, responsables de commerce et d'affaires de l'avenue Kwame Nkrumah. Nous comptons sur leur implication, la compréhension de tout ce qu'ils vont voir. Loin de faire fuir les clients, c'est plutôt rassurer les clients que la sécurité est là. Donc, ils ont bien compris. Ils ont compris la partie que nous souhaitons qu'ils puissent jouer. Et on a échangé. Et pour nous, c'est suffisant. Et en attendant de pouvoir venir à bout de la menace qui mobilise les forces militaires sous-régionales, le ministre de la Sécurité a aussi indiqué la mise sur pied d'un plan Vigipirate le long de l'avenue, aussi longtemps que cela paraîtra nécessaire. Une mesure qui ne manque pas de rassurer les concernés. Nous saluons cette initiative et demandons à Dieu d'armer nos autorités de courage afin qu'elles puissent œuvrer à faire du Burkina un pays de paix. Toutefois, des opérations sont toujours en cours pour identifier les auteurs des récentes attaques perpétrées sur cette avenue historique, a laissé entendre le responsable en chef de la sécurité. Rappelons que la dernière attaque terroriste du 13 août 2017, une attaque non encore revendiquée qu'a connue cette emblématique avenue Kwame Nkrumah, a fait 19 morts. À l'interactualité, immense inquiétude dans les Caraïbes alors que l'ouragan Irma de catégorie 5 est en train de frapper de plein fouet les îles françaises de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Ces deux îles d'ailleurs ont été placées en alerte violet, le degré maximal. Et pourtant, malgré les menaces de vent, des vagues ont atteint plusieurs milliers de personnes qui ont refusé de se mettre à l'abri. Suivez. Des rafales de plus en plus puissantes. Sur l'île de Saint-Martin, on n'entend plus que le vent et la pluie. Interdiction de sortir pour les habitants, confinement obligatoire. L'eau commence à monter dans certains quartiers, 1 mètre déjà par endroit. Irma a touché l'île au petit matin et pour cette directrice d'hôtel, beaucoup d'incertitude et d'anxiété. On est inquiet de voir comment la force des vents va être plus que ce que ça n'est en ce moment. Donc, je pense que tout le monde est pareil sur l'île, c'est que tout le monde espère que le poids va tenir. Sur l'île voisine de Saint-Barthélemy, l'évolution de la situation vue par la webcam du port de Gustavia. L'image se brouille au fur et à mesure que le vent se renforce. L'ouragan Irma catégorie 5, le voici, filmé depuis la Station spatiale internationale, avec ses rafales qui ont été mesurées à 360 km/h cette nuit. Son intensité est sans précédent sur l'Atlantique, il a la taille de la France.
L'œil de l'ouragan est situé sur l'île de Saint-Martin qui se trouve au nord de la Guadeloupe et il va évoluer au cours de la journée, traverser tous ces îlots et puis se diriger ensuite vers les îles britanniques durant le courant de la soirée et de la nuit. Au PC de crise du ministère de l'Intérieur, l'inquiétude des autorités. À Saint-Martin, 7000 personnes ont refusé de quitter leur domicile. Oui, les premiers effets du vent se font ressentir sur place, alors qu'il n'y a pas suffisamment de gens encore à l'abri malheureusement, donc c'est une forte inquiétude pour nous. Les petites Antilles viennent d'entrer dans l'œil de l'ouragan. Les heures les plus critiques sont à venir. En France toujours, cette fois dans l'Hexagone. C'est la fermeture des vannes du pétrole. Bientôt finie la production d'hydrocarbures sur le sol hexagonal. C'était une promesse de campagne du président Macron et Nicolas Hulot entend bien la tenir. Le ministre français de la transition écologique présente aujourd'hui un projet de loi qui grave dans le marbre de la fin de l'exploitation de gisements en France. Suivez. Du pétrole français, puisé à 2200 mètres sous terre. Chaunois en Seine-et-Marne, l'un des plus gros gisements du pays, 54 puits en activité, 800 barils par jour. C'est un pétrole de très bonne qualité, c'est vraiment fait pour faire des kérosènes, des essences ou des produits légers en pharmacie ou en cosmétique ou des choses comme ça. On pourrait encore produire au moins 20 ans sur ce type de puits. Réserve ou pas, l'exploitation du pétrole semble condamnée. Nicolas Hulot souhaite tourner la page des hydrocarbures. Une production qui comprend 815 000 tonnes de pétrole à l'année et 400 millions de mètres cubes de gaz. Ainsi, plus aucun nouveau permis d'exploitation ne serait accordé. Quant aux concessions déjà existantes, comme ici, elles ne seraient pas renouvelées après 2040. Un projet de loi pour lutter contre le réchauffement climatique, mais incompréhensible pour les industriels pétroliers. Ce pétrole est produit en France. Donc ça a moins d'impact en termes de gaz à effet de serre de produire ce pétrole que de l'importer, soit de l'Arabie Saoudite, voire de l'Amérique du Sud. Car selon ces professionnels, si la France cesse d'exploiter du pétrole, il faudrait en importer. Aujourd'hui, la production d'hydrocarbures, c'est 63 gisements répartis essentiellement entre les bassins parisiens et aquitains. Une production qui couvre 1% de la consommation en chauffage et transport. Faudra-t-il alors importer du pétrole et dégrader l'environnement? Les écologistes n'y croient pas. Écoutez, les pétroliers, d'abord, qu'ils nous aident à faire des énergies renouvelables, et puis après, on regardera l'impact carbone. Enfin, Nicolas Hulot veut siffler la fin de la partie sur les gaz de schiste en interdisant purement et simplement son extraction, quelles que soient les méthodes utilisées. Depuis son départ de la Maison-Blanche, il est resté très discret, mais Barack Obama est sorti de son silence. Cruel, voilà comment l'ancien président des États-Unis a qualifié la décision de son successeur, car Donald Trump a mis fin au DACA, un décret mis en place par l'administration Obama et qui protégeait les jeunes immigrés clandestins. Son abrogation sonne le glas du rêve américain pour 800 000 Dreamers. Suivez. Le rêve pourrait bientôt prendre fin pour ces jeunes immigrés clandestins. Ils viennent pour la plupart d'Amérique latine et manifestent depuis plusieurs semaines. Ces jeunes sans-papiers bénéficiaient jusqu'alors d'un statut leur permettant d'étudier et de travailler aux États-Unis. Ils sont désormais menacés d'expulsion par l'administration Trump. Lorsqu'on met en place un système d'immigration légale qui sert les intérêts nationaux, on ne peut pas accepter toutes les personnes qui aimeraient venir ici. C'est aussi simple que ça. Ce serait une politique des frontières ouvertes que les... On les surnomme les Dreamers, rêveurs en anglais, surnom qui tient son origine du Dream Act, projet de réforme de l'immigration en 2010. 2 ans plus tard, Barack Obama met en place le programme DACA pour venir en aide aux mineurs arrivés illégalement avec leurs parents aux États-Unis, pays dans lequel ces jeunes adultes vivent, travaillent et payent leurs impôts. La crainte, c'est qu'ils nous retirent notre document, mais c'est tout. Nous sommes ici chez nous, nous n'irons nulle part. Les Dreamers pourraient être les premières victimes de la politique migratoire de Donald Trump. Les 800 000 jeunes immigrés clandestins bénéficieront d'un permis de séjour de 2 ans renouvelable jusqu'à mars 2018. Passé cette date, aucune nouvelle demande de régularisation ne sera étudiée. Le Congrès aura 6 mois pour légiférer sur ce programme.
Tout le plaisir a été pour moi de vous servir et j'espère qu'il en a été autant pour vous. Retrouvez cette édition d'information sur notre site www.tamtamguinée.com et quant à moi, on se dit au revoir et on se retrouve demain à 20h. Merci.